Vous êtes sur RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Yves Calvi. Merci à l'un et à l'autre de nous avoir rejoints dans ce studio au lendemain des annonces du Premier ministre. Alors, on les évoque depuis ce matin dans notre session d'information, je ne reviens pas dessus. Est-ce que ces mesures vont apporter apaisement et sérénité dans le pays? Ce sont les mots exacts du chef de gouvernement hier, Alain Duhamel. Écoutez, ça, on verra ça samedi. Mais disons que ce qui est clair, c'est qu'on change de phase. Que le gouvernement a perdu la première phase, qu'il a beaucoup trop tardé pour prendre des décisions qui ont été annoncées hier. S'il l'avait fait il y a 3 semaines, évidemment, on n'en serait pas du tout là. Et que maintenant, c'est la deuxième partie de la bataille de l'opinion qui va commencer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en gros, avec des différences selon qu'on demande si c'est de la sympathie, de l'appui, de la participation ou du militantisme, mais en gros, l'opinion était du côté des gilets jaunes. Est-ce qu'à partir du moment où le gouvernement a cédé sur les mesures symboliques et surtout s'engage à discuter, à remettre à plat la fiscalité dans son ensemble, est-ce qu'à ce moment-là, les Français vont commencer à se dire qu'ils suspendent leur action ou pas? À mon avis, c'est la question. Alors évidemment, ça ne va pas se faire par un coup de baguette magique en 30 secondes et des samedis. Donc vous nous dites tout d'abord rendez-vous samedi. Et alors je citais ce matin à l'ouverture d'antenne ce sondage qui a été finalement peu commenté, qui est quasiment passé inaperçu, publié par la Tribune, fait par BVA. 7 Français sur 10 qui considéraient qu'un report de la hausse des prix des carburants prévu le 1er janvier justifiait l'arrêt des manifestations des Gilets jaunes. Sondage fait avant les annonces du Premier ministre, Guillaume Roquette. Oui, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé hier, parce que cette augmentation des taxes sur les carburants au 1er janvier, 1, ça a été le déclencheur de ce mouvement, 2, c'était considéré comme le préalable à toute négociation. Or, ce préalable, il est acquis. Donc, il y a une vraie avancée du gouvernement. Il y a paradoxalement un recul qui est en même temps une vraie avancée. Et puis, je pense que c'est concomitant avec un changement de nature, avec une forme de dispersion de ce mouvement des Gilets jaunes qui fait que la perception de l'opinion peut changer. C'était au départ une jacquerie fiscale. C'est de plus en plus en train de ressembler à une traduction du programme économique, politique et fiscale de la France insoumise. On augmente les impôts des riches, on augmente les salaires, on change de république. Je ne suis pas certain que ce soit ce mouvement-là que soutiennent les Français. Donc aujourd'hui, ils ne le perçoivent pas forcément, mais avec d'un côté la main tendue du gouvernement, de l'autre côté un mouvement qui change de nature, et enfin un risque de violence contre laquelle les Français peuvent réagir, moi je pense aussi qu'effectivement il s'est passé quelque chose. Alain Duhamel ? Oui, alors d'une part, je ne suis pas sûr que le programme soit exclusivement France Insoumise. Il est en partie France Insoumise, ça je suis bien d'accord, mais il est aussi en partie Rassemblement National. Par exemple, tout ce qu'ils disent sur le plan institutionnel, les référendums d'initiative populaire, etc., c'est très Rassemblement National. Mais de toute façon, je ne suis pas en train de dire que les Gilets jaunes sont les instruments de partis politiques extrémistes. Ça n'est pas ce que je crois. Ce qui me semble, c'est que si on entre dans une deuxième phase, on peut dire que pendant la première phase, le gouvernement a joué la surdité et que dans la deuxième phase, celle qui commence maintenant, il va mettre en œuvre ce que les militaires français, dans des périodes quelquefois difficiles, appelaient la retraite élastique. Ça signifie la retraite élastique, en l'occurrence, que on suspend les mesures qui étaient les plus impopulaires ou qui l'auraient été inévitablement au 1er janvier, augmentation du gaz, de l'électricité, etc. Bien entendu, on suspend, mais on dit déjà que si on n'arrive pas à un accord à la fin, on les supprime. Oui. Donc on peut considérer que ces problèmes-là sont en réalité réglés. Alors, est-ce qu'à partir de ça, ou pas, il peut y avoir une discussion qui s'installe avec les syndicats, comme pour l'instant on n'a pas vu entrer, avec les politiques, c'est normal, ils sont là pour ça, mais aussi avec les représentants des associations, des ONG, enfin des gens ayant envie de discuter. Est-ce que le sujet de la fiscalité française, c'est-à-dire à la fois des recettes mais aussi des dépenses publiques, est-ce que ce sujet-là peut faire l'objet d'une vraie discussion entre des gens, je ne dis pas de bonne volonté, il ne faut pas rêver, mais de bonne foi, ce serait déjà pas mal. Vous nous réinventez quoi là, une forme de grand Grenelle des taxes et de l'imposition française? Je ne crois pas que ça va être un grand Grenelle, d'abord parce qu'on n'en a pas les moyens financiers, mais en revanche, s'il y a une vraie discussion, parce qu'il n'y en a pas eu en France de vraie discussion comme ça depuis les années 80. Donc s'il y avait une discussion sur la fiscalité française, et donc le budget de la nation, franchement, ça vaudrait la peine. Ce qui veut donc vouloir choisir, excusez-moi, parce qu'à partir du moment où on débat des impôts, on doit débattre des dépenses publiques. Voilà. C'est ce que nous ont rappelé en permanence nos responsables
politiques gouvernementaux ces derniers jours. Oui, Guillaume Roquette. absolument. Et c'est pour ça que, autant il est possible qu'on aille vers une désescalade dans ce mouvement proprement dit, autant moi je ne vois pas pour l'instant le débouché politique de cette crise. Parce que, concomitamment aux avancées du gouvernement, on a pu mesurer hier soir, c'était au Puy-en-Velay, le rejet, la détestation dont fait l'objet le président de la République auprès d'une large partie de l'opinion. Et ça ne facilite pas l'installation autour d'une même table pour discuter. Surtout que discuter, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va pas augmenter les impôts, ça c'est fini. Alors, on n'a pas 40 solutions. Ou bien on augmente les déficits, et dans ces cas-là, on tourne le dos à l'Europe. Là, ce serait vraiment le tournant du quinquennat. Ou bien on fait des économies dans la dépense publique, mais avec une opinion qui est chauffée à blanc, qui est dans un état de violence qu'on n'avait jamais vu, où quand les gens ne sont pas d'accord, c'est pas non seulement ils s'abstiennent ou ils votent pour un parti protestataire, mais maintenant ils descendent dans la rue et ils cognent. Si on annonce qu'on va supprimer davantage de fonctionnaires, qu'on va baisser des aides, ce qui à mon avis est indispensable parce qu'il faut revoir cette dépense publique, le gouvernement est quand même très affaibli pour mener une discussion de ce type aujourd'hui. Je vous repose la question que je vous posais il y a une semaine, Alain Duhamel. Le Premier ministre est-il menacé? Et j'y ajoute une seconde peut-être plus grave, en conséquence dans l'absolu. Le quinquennat d'Emmanuel Macron, après ce que nous venons de vivre, est-il remis en cause quant à ses objectifs? Alors ça, c'est à mon avis la question la plus importante. C'est est-ce que Emmanuel Macron, il s'est fait élire à travers un mouvement de dégagisme et de renouvellement pour transformer la société. Répondez-moi sur Édouard Philippe, c'est lui qui porte tout en ce moment. C'est lui qui porte tout. Bah écoutez, c'est, à mon avis, si la situation, si le fleuve rentre dans son lit dans les semaines qui viennent, Édouard Philippe est beaucoup moins menacé, évidemment. Alors le projet macronien. Mais le projet macronien, à mon avis, c'est l'essentiel. Est-ce que au lendemain de ce qui est une défaite quand même, et avant une discussion qui sera forcément difficile sur la fiscalité, est-ce que le programme de réforme, par exemple la réforme des retraites, c'est la réforme de la fonction publique aussi qui est prévue pour l'année prochaine, donc des sujets qui sont clés en matière de dépenses publiques notamment, est-ce qu'il pourra continuer à les mettre en œuvre? La question vraiment aujourd'hui, c'est non pas est-ce que Emmanuel Macron est contraint à la démission, ça c'est de l'enfumage, mais c'est est-ce que Emmanuel Macron peut continuer à être Emmanuel Macron, c'est-à-dire continuer à faire des réformes, ou bien est-ce qu'il devient un président non pas normal mais banal, immobile en quelque sorte? Oui, pourquoi est-ce qu'on se pose toutes ces questions? Vous vous souvenez de ce mantra qui a été répété pendant des semaines par tout le gouvernement? C'était de dire on garde le cap. Oui. Et c'était la justification pour ne pas céder à cette demande sur le moratoire des taxes. Aujourd'hui, ils ont cédé et force est de constater que le cap, on ne le voit plus. On est probablement à une sorte de remise à zéro. Le Premier ministre, pardonnez-moi, comme le porte-parole du gouvernement, et hier, Stanislas Guerini, qui représente maintenant délégué général de La République En Marche, nous ont dit « Nous allons faire ce pas de côté pour pouvoir continuer à réformer le pays ». C'est ce que j'appelle la défense élastique. Le problème, c'est que un pas de côté, ça veut dire un recul. C'est ça la réalité. Bien Comment sûr. faites-vous pour annoncer des mesures qui sont difficiles ou qui sont impopulaires? On s'aperçoit qu'un an après, la suppression de l'ISF, qui était pourtant à mon avis indispensable, ne passe toujours pas dans une large partie de l'opinion. Et donc le pouvoir est à ce point fragilisé qu'aujourd'hui, s'il veut faire de vraies réformes, des vraies réformes c'est toujours impopulaire, sinon c'est pas une réforme, c'est un cadeau. Par exemple la réforme des retraites, je ne vois pas dans quelle situation il peut être aujourd'hui pour les faire. Il a, d'une phrase, il a quand même encore un atout qui est l'extraordinaire médiocrité de l'opposition. Je crois qu'on peut se séparer sur ce dernier constat qui semble assez juste. Merci infiniment, Guillaume Roquette. Merci beaucoup, Alain Duhamel. Dans quelques instants, les essentiels de l'actualité avec Jérôme Chapuis sur la première radio de France. Merci de nous écouter.